réfléchit bien quels sont les paramètres qui fondent la force d'une civilisation. C'est la cohésion démocratique et sociale, c'est la richesse, bien sûr, c'est la formation, c'est la technologie, ce sont les infrastructures et c'est la culture. Eh bien, justement, ce sont tous ces atouts qui distinguent notre continent. Et c'est la raison pour laquelle j'affirme que l'Europe de demain peut incarner l'espace le plus stable, le plus prospère et le plus influent au XXIe siècle. Alors vous me direz que la crise que subit l'Union européenne semble mutiler ce destin. Mais cette crise, nous allons la surmonter. Et nous allons en faire le tremplin d'une nouvelle Europe politique. Bien sûr, il faut du sang-froid pour cela. Il faut du sang-froid face à des investisseurs et à des marchés qui ont perdu leur boussole. Il faut méthodiquement mettre en œuvre les plans de soutien et les instruments de coordination que nous avons décidés au niveau européen. Il faut plus de gouvernance politique, il faut plus de gouvernance économique, il faut plus d'harmonisation fiscale, plus de volontarisme commercial. Et pour tout cela, il faut un leadership fort. Nous avons tous écouté avec beaucoup d'intérêt le président de la Commission qui s'est exprimé ce matin devant vous. Et comme d'autres, je lui ai dit, avant cette réunion, que sans le leadership fort, sans le tandem franco-allemand, il était quasiment impossible de trouver les réponses à la gravité de la crise à laquelle nous devons faire face. La France et l'Allemagne doivent être les pionniers d'une plus grande convergence budgétaire et fiscale. Ils doivent faire bloc. Ils doivent donner à l'espace économique et social franco-allemand une harmonie aussi claire et aussi robuste que possible. Nicolas Sarkozy et Angela Merkel ont décidé qu'en 2013, la France et l'Allemagne auraient la même fiscalité sur les entreprises et un impôt sur les sociétés entièrement commun. Voilà une première étape concrète. Grâce à l'impulsion franco-allemande, nous avons réussi à mobiliser et à créer dans l'urgence les moyens de répliquer à la crise. Il faut maintenant les compléter pour structurer une réponse globale de l'Europe. C'est ce qui sera fait lors du Conseil européen et du sommet de la zone euro du 23 octobre, avec un plan de recapitalisation pour les banques européennes qui en ont le besoin, avec une stratégie crédible de court et moyen terme concernant la Grèce, avec une montée en puissance du Fonds européen de stabilité financière après la ratification des 17 parlements de la zone euro, avec une amélioration indispensable de la gouvernance de la zone euro et enfin la nécessité pour tous les États membres de tirer les leçons institutionnelles de cette crise. La semaine dernière, la Banque centrale européenne a annoncé des mesures décisives pour faciliter le refinancement des banques. S'agissant de leurs besoins de recapitalisation, nous sommes d'accord avec l'Allemagne pour renforcer la structure du capital des banques en Europe. Des travaux menés par l'autorité bancaire européenne sont en cours. Ce qu'il faut, c'est une étroite coordination européenne et c'est surtout prendre les choses dans l'ordre. D'abord, s'accorder sur les objectifs en termes de niveau des fonds propres. Les banques françaises ont annoncé qu'elles seraient à 9% de fonds propres dès 2013. La France est favorable à une coordination européenne sur ce sujet. Ensuite, il faut voir quels montants sont nécessaires pour quelles banques en Europe. Et sur ce sujet, je voudrais rappeler que depuis 2008, les banques françaises ont considérablement renforcé leurs capitaux propres. Enfin, au niveau européen, il faut en premier lieu mobiliser les revenus des banques elles-mêmes qui doivent être réinvestis pour renforcer le capital et puis seulement, si cela est nécessaire, les capitaux privés apportés par les actionnaires et les investisseurs. Et enfin, en dernier ressort, et au cas où toutes les autres sources de financement ne seraient pas suffisantes, les capitaux publics, mais avec des conditions qu'il faudra mettre. Pour la France, je veux vous dire que je suis confiant dans la capacité de nos banques à mobiliser leurs bénéfices et tous les moyens dont elles disposent pour conforter leur assise financière. Le 23 octobre, le défi de la croissance sera aussi au cœur des discussions européennes. L'Europe ne peut pas dépenser plus, c'est une évidence, mais elle doit réaffecter ses moyens sur l'activité économique et sur l'investissement dans les secteurs d'avenir. Ça passe par une dynamique en faveur du capital risque, cela passe par une réponse commune au défi, Michel, de la valorisation des brevets, ça passe par des mesures pour accélérer le développement de l'économie numérique
Et cela passe par un financement européen ciblé sur les infrastructures indispensables à l'innovation et à la compétitivité. Mes chers amis, face à la crise, la riposte est bien sûr d'abord européenne, mais elle est aussi nationale. Si nous ne faisons pas l'effort de réduire nos déficits et d'aller nous-mêmes chercher la croissance, alors aucune réponse européenne ne sera suffisante. Avec Valérie Pécresse et François Baroin, nous avons présenté un budget pour 2012 qui est l'un des plus rigoureux que la France ait connu depuis 1945. Et pour la première fois, les dépenses de l'État ont baissé dans notre pays en proportion de la richesse nationale entre 2009 et 2012. Alors évidemment, ces efforts provoquent des remous. Naturellement, chacun préférait en être dispensé. Naturellement, la baisse des effectifs dans la fonction publique, la rationalisation de la carte militaire, de la carte judiciaire, de la carte sanitaire, la réforme des collectivités territoriales, tout cela fait grincer des dents. Mais notre rôle, c'est de dire à nos concitoyens que ces efforts-là nous protègent de sacrifices bien plus douloureux si nous laissions nos comptes dériver encore. La discipline est nécessaire pour réduire nos déficits. Mais en phase de reprise économique, nous avons aussi choisi de cibler nos politiques sur la productivité et sur l'inventivité. Comme aucun gouvernement par le passé, nous avons, avec Luc Châtel et Laurent Wauquiez, investi sur la recherche, sur l'université, sur l'innovation, sur la technologie. La vérité, c'est que la modernité, c'est nous. Le programme des investissements d'avenir, c'est un acte de foi dans le développement de notre industrie, de notre appareil scientifique, de nos entreprises. Avec la réforme de la taxe professionnelle, près de 5 milliards d'euros ont été remis entre les mains des entrepreneurs qui investissent pour réaliser des nouveaux produits, pour aller conquérir de nouveaux marchés. Nous avons puissamment encouragé l'innovation en triplant le crédit impôt recherche. Avec Nathalie Kosciusko-Morizet, nous posons les bases de la croissance verte. Avec Bruno Le Maire, nous soutenons et nous modernisons notre agriculture, pas par nostalgie, mais parce que notre force agricole se confond à la fois avec notre identité et avec notre prospérité. Depuis 2010, nous avons allégé le coût du travail pour les saisonniers dans l'agriculture. Cela a représenté un effort de 500 millions d'euros par an. Mais il faut aller plus loin, parce que l'amélioration de la compétitivité des entreprises agricoles passe aussi par une réduction du coût du travail permanent. C'est ce que nous allons faire dans le projet de loi de finances pour 2012, en baissant d'1 euro le coût du travail. La vérité, c'est que c'est la première fois qu'un gouvernement et une majorité engagent un effort comme celui-là. Et je voudrais rendre hommage à tous ceux qui, parmi vous, ont défendu cette cause. Et je pense en particulier à notre collègue Bernard Renesse. Avec Xavier Bertrand, nous avons réformé le dialogue social pour renforcer sa légitimité démocratique. C'est une réforme dont il est difficile de dire que nos concitoyens voient immédiatement les résultats. Mais c'est une réforme qui va profondément transformer la société française, avec des organisations syndicales dont la représentativité est désormais basée sur la démocratie, sur les élections professionnelles dans les entreprises. Et d'ailleurs, quand on regarde les choses avec un peu d'attention, on constate que dans notre pays, depuis 4 ans et demi, nous avons connu un dialogue social inégalé par rapport aux périodes précédentes. Bien sûr, il y a eu des crises. Bien sûr, il y a eu des mouvements sociaux, notamment à l'occasion de la réforme des retraites. Aucun de ces mouvements sociaux, d'ailleurs, n'ont fait reculer le gouvernement. Mais surtout, dans le même temps, il n'y a jamais eu autant d'accords signés par les partenaires sociaux, y compris encore ces dernières semaines. Pour l'emploi des jeunes, nous voulons, avec Nadine Morano, généraliser l'alternance avec l'exonération des charges patronales pendant 1 an pour l'embauche des jeunes. Voilà d'un côté la rigueur budgétaire et de l'autre le soutien à l'investissement, à la productivité et au travail. Voilà notre politique. Mais en cette période difficile, je voudrais aussi que nous choisissions de convaincre les Français que tout ne peut pas venir du sommet, que tout ne dépend pas de l'État, que tout ne dépend pas de la puissance publique. Et c'est sans doute ce qui nous différencie par rapport à nos concurrents de gauche. Nous ne pensons pas que c'est avec plus d'État, plus de dépenses, plus d'emplois publics que l'on va pouvoir apporter des réponses
à tous les problèmes de la société française. La vérité, c'est que beaucoup, peut-être même l'essentiel, dépend du civisme, du sens des responsabilités qui doit imprégner chaque citoyen. Je ne crois pas qu'on puisse être républicain de circonstance selon ses intérêts et ses humeurs. Je ne crois pas que la fierté d'être français, et je dirais même la chance d'être français, ce soit quelque chose qui se célèbre seulement une fois par an, le 14 juillet. La récente étude consacrée aux cités de Clichy-Montfermeil semble être une découverte pour certains. Oui, nous savons, mes amis, qu'en certains lieux de notre territoire, la République est en panne. Oui, elle est parfois défiée par des communautés et par des individus qui ignorent nos lois ou qui, pire, sciemment les insultent. Mais oui aussi, nous savons qu'il existe dans nos quartiers une farouche envie de République et une profonde envie d'ordre et de réussite. Comme Claude Guéant l'a souligné, le mal ne relève pas seulement d'un manque de moyens financiers. Gouvernement après gouvernement, nous avons investi, nous avons démoli, rénové des quartiers entiers. Et en la matière, il faut dire que notre majorité a fait bien plus que celles qui l'ont précédée. Et Jean-Louis Borloo y fut pour beaucoup. Devant cette étude universitaire, certains parlent encore et toujours d'un manque de fraternité à l'égard des populations concernées. Moi, je ne parle pas de fraternité, je parle d'action. Action pour désenclaver les cités, action pour soutenir les élèves méritants, action pour casser les trafics de drogue, action pour stopper et pour renvoyer l'immigration irrégulière. Action, mais aussi responsabilité et aussi valeur. Là aussi, il ne revient pas seulement à l'éducation nationale d'instruire et d'éduquer les enfants et les adolescents. Il revient aux parents de les prendre en main. Il ne revient pas seulement aux forces de l'ordre d'assurer la sécurité, il revient aussi à chaque citoyen de s'opposer par son comportement à la culture de la violence et de dénoncer ce culte de la force et de l'argent facile qu'alimentent les réseaux. Et puis il ne revient pas seulement à la France de se faire aimer et de se faire respecter de ceux qui la rejoignent, parce que c'est aussi à chaque individu qu'il revient de faire l'effort de s'intégrer. Mes chers amis, dans cette période si contrainte, seule la réforme, l'effort compétitif, la rigueur budgétaire, le civisme sont en mesure de nous relancer. Est-ce que la gauche est prête à assumer une telle évidence? L'exercice auquel nous venons d'assister prouve tout le contraire. Tout le problème du socialisme français, c'est qu'il fut conçu et qu'il reste conçu pour distribuer les richesses d'une croissance assise sur les privilèges anciens de l'Occident. Or, tout l'Occident est entré dans une période où ni la croissance ni les richesses ne sont assurées. Voilà maintenant plus d'un demi-siècle que les socialistes allemands ont fait leur mue sur les questions économiques. Chez nous, le Parti socialiste cherche toujours des échappatoires. La crise, c'est la faute aux spéculateurs. Le chômage, c'est la faute à la mondialisation. Les inégalités, c'est la faute aux plus fortunés. L'endettement, c'est la faute à la droite. C'est bien connu, celui qui cherche des boucs émissaires ne cherche pas la vérité. Il cherche seulement le moyen de protéger ses illusions. Et celui qui cherche toujours à plaire ne cherche pas à élever la nation, il cherche simplement à l'abuser. Dans le programme du Parti socialiste, qu'on me cite une seule mesure courageuse. Une seule mesure courageuse. Une seule mesure tendant à indiquer avec franchise que certains de nos acquis doivent être réformés. Une seule mesure qui indique qu'il faut se retrousser les manches face à la montée en puissance des pays émergents. Non, dans le programme socialiste, tout est luxe, calme et volupté. Devant chaque problème de notre société, ça n'est que dépenses supplémentaires, emploi public en plus, réformes en moins et niches cachées qui seront soi-disant débusquées et qui régleront la note du statu quo. Les heures supplémentaires défiscalisées, supprimons-les, nous dit le Parti socialiste, et revenons au partage du travail, qui n'a jamais donné plus de travail aux chômeurs
et qui, comme nous le savons, a considérablement pesé sur la compétitivité économique de notre pays. L'augmentation de l'âge de départ à la retraite, supprimons-la, nous dit le Parti socialiste, pour revenir à ce symbole des 60 ans. C'est à court terme 30 milliards d'euros de dépenses. C'est immédiatement la perte du AAA, c'est immédiatement l'augmentation des taux d'intérêt, c'est immédiatement la ruine de notre pays. C'est absurde, c'est un mensonge, mais qu'importe, mieux vaut une absurdité trompeuse qu'une voix en moins pour le Parti socialiste. La baisse du nombre des fonctionnaires, engagés dans tous les pays d'Europe, dirigés par la droite ou la gauche, alors même que la plupart de ces pays n'avaient pas les records que nous avons atteints. Arrêtons là, nous dit l'opposition, et revenons aux bonnes habitudes d'autrefois qui n'ont en rien amélioré l'efficacité de l'État et de ses services publics et qui ont pesé sur notre endettement. La réforme de la taxe professionnelle, qui a accéléré l'investissement en France. Abrogeons-la, nous dit l'opposition, et revenons à la fiscalité locale d'antan. C'était tellement mieux avant. Et puis au surplus, abrogeons dans la foulée la réforme des collectivités territoriales, parce qu'il serait tellement plus confortable de revenir au millefeuille d'autrefois. C'est vrai qu'il est cohérent de dire qu'il y a une crise du monde rural et de ses repères, due à la mondialisation qui le bouscule, et en même temps en tirer la conclusion que la meilleure façon de répondre à cette crise, c'est de ne rien changer à l'organisation d'un territoire qui s'appuie sur une période qui n'existe plus. À écouter le Parti socialiste, on arrête tout, on revient sur tout. Comment voulez-vous que notre pays avance avec les rois du rétropédalage? J'en conviens, dans leur programme, il y a 2 de nos réformes qui sont épargnées. Et je voudrais m'arrêter un instant sur ce point parce que ça en dit long sur le sérieux des arguments qui nous furent opposés quand nous les avons fait voter. Ni l'autonomie des universités, ni le service minimum ne sont remis en cause. Et pourtant, hier, l'opposition s'insurgeait contre la prétendue privatisation de notre enseignement supérieur et le supposé musellement du droit de grève. Aujourd'hui, n'en disant mot, elle y consent. Eh bien, cela est à l'image de 5 années d'opposition, où tout et n'importe quoi nous fut reproché, alors même que nous servions l'intérêt général. C'est vrai qu'on juge un gouvernement sur son bilan, mais est-ce qu'il est déraisonnable de juger une opposition sur le sien? La gauche s'interroge encore sur ce que sera ce nouveau siècle. Mais ce nouveau siècle, il est là. Et le premier constat qu'on peut faire, c'est qu'il ne prend plus ses conseils comme ses prédécesseurs au bord de la Tamise, du Tibre ou de la Seine. Le monde n'est pas en train de changer, mes chers amis. Le monde a changé. Et le temps de la nostalgie, le temps des regrets, le temps des hésitations, il est derrière nous. Le grand mérite, si je puis le dire, de la crise actuelle, c'est qu'elle nous dessille les yeux. Elle nous aide à comprendre, au travers l'éternelle dialectique du progrès et de la décadence des peuples, quel chemin notre pays doit emprunter. Dans ce climat mouvant, tantôt étouffant, tantôt explosif, où le doute et la méfiance dominent, la qualité des relations entre gouvernants et gouvernés doit être une préoccupation de chaque instant. Parce que la crise n'a aucun égard pour les citoyens. Elle installe les injustices, elle nourrit les prédateurs, elle invite à sa table les extrémistes et les faux prophètes. Dans plusieurs capitales européennes, comme aux États-Unis, pourquoi des milliers de personnes campent sur les places publiques? Parce qu'ils ont perdu confiance. La crise est financière, elle est économique, mais elle peut aussi devenir une crise des démocraties. Dans ce paysage entre chien et loup, ce que demandent nos concitoyens, c'est d'abord de la solidité, c'est de suivre un cap crédible qui guérit des peurs. La fin du quinquennat et la campagne électorale de 2012 qui va s'ouvrir correspondent à un moment crucial du monde démocratique. Regardons les choses en face et ne tremblons pas. Notre génération a le difficile destin de vivre au croisement de 2 époques. Dans les combats entre les anciens et les modernes, ce sont toujours les modernes qui ont gagné. Or, c'est nous les acteurs de la rupture. C'est nous les acteurs de l'innovation. Le dur combat entre les vieilles lunes, les académismes, les facilités n'est pas fini. Et si on vous demande notre programme, il ne faut pas hésiter à dire « notre programme, c'est de prendre les clés du XXIe siècle ». Mon dernier fils a 10 ans.
Il aura 50 ans en 2050. Quel jugement portera-t-il sur moi, sur nous tous, si nous n'étions pas à la hauteur de notre devoir? Moi, je veux qu'il soit fier de ceux qui ont agi en 2011, en 2012 et après. Et à quelques mois des élections, j'imagine d'avance le florilège de promesses. Je pressens déjà la tentation rassurante d'une médecine douce qui ménage l'immédiat et qui rassure chacun. Mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de Français lucides, qui savent que l'action et le courage sont plus que jamais nécessaires. Alors notre devoir, c'est de combattre ensemble. C'est de choisir en 2012 la bonne stratégie. C'est d'en convaincre les Français. C'est de leur montrer que le combat est juste. C'est surtout de leur montrer que nous ne le menons pas pour nous-mêmes, mais pour eux, pour la France, pour sa prospérité. Ça ne se fera pas sans sacrifice. Ça ne se fera pas sans décisions difficiles. On l'a dit avant moi, beaucoup a été fait, mais il est nécessaire d'avancer encore, et nous réussirons ensemble. Alors on pourra dire en 2050 que du début du XXIe siècle date un tournant qui a remis la France sur les rails. Notre projet, au fond, il se résume facilement. Une dette réduite en quelques années par un effort justement partagé, un système éducatif personnalisé soutenant les plus faibles mais stimulant aussi les plus forts, un modèle social rénové, plus simple et plus responsable, la liberté d'entreprendre, confortée par un authentique dialogue social dans l'entreprise, l'essor de la recherche publique et privée au soutien de l'emploi, et enfin une Europe puissante et libre. Mes amis, nous n'avons pas le droit de sombrer dans les marécages de la petite politique, nourrie par ces bruits de couloir et par ces tractations supposées. Face au vent contraire, nous devons tenir dignement notre cap et nous n'avons pas le droit de baisser les bras. Je n'ai jamais pensé qu'un travail comme le nôtre coulerait de source. À aucun moment, nous n'avons été des démagogues. À aucun moment, nous n'avons eu de tentation populiste. Au contraire, avec Nicolas Sarkozy, nous avons choisi de traiter l'urgent, de traiter l'indispensable, de traiter ce qui fâche souvent et pas ce qui flatte. Je ne considère pas que le temps des réformes s'achève et j'estime que notre horizon politique reste ouvert. Devant nous, avec Nicolas Sarkozy, il y a un nouveau quinquennat possible. Et surtout, mes amis, devant nous, il y a un XXIe siècle qui s'impatiente. Non, mes chers amis, rien n'est fini, rien n'est joué, tout commence, tout recommence et tout nous invite à aller de l'avant.